mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Diouf Marie Bernadette Ami Dione. Vous êtes juriste de formation, professeur de technique administrative, coordonnatrice générale de la célébration des 50 ans de l'AJS, c'est l'association des juristes sénégalaises. Alors, oui, de par le passé, vous avez été conseillère technique chargée des affaires juridiques au ministère de la Famille, également directrice de cabinet au ministère de la Culture. Madame, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Bayoumar, pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi de répondre à cette grande émission. Alors, les 50 ans de l'AJS suppose que des activités ont été menées. Si vous aviez à tirer un bilan en perspective de la célébration de la manifestation officielle, que retenir? Dire d'abord que cette année 2024 a été vraiment une année particulièrement mouvementée parce qu'en réalité, on devait commencer les activités depuis le mois de janvier. Il y a eu d'abord la CAN, ensuite il y a eu les péripéties liées au report de l'élection. Il fallait attendre que le nouveau pouvoir s'installe. Ensuite, nous avions pris le 28 mai, qui est la date anniversaire de la loi sur la parité, pour la symbolique, hein, pour lancer les festivités de ce jubilé d'or. Et heureusement ou malheureusement, ça avait coïncidé avec la journée du dialogue national et consacré cette année aux assises de la justice. Ce qui fait qu'on est passé de report à report et finalement nous avons pu faire le lancement le 29 janvier au musée de la femme Henriette Bathily. Et il y avait toute la presse qui était là, nationale et internationale, pour écouter le déroulé de l'agenda qui devrait se tenir sur toute l'année. Mais vu les contraintes indépendantes de notre volonté, vont se tenir sur les 6 derniers mois de l'année. Nous avons commencé par une randonnée pédestre qui s'est tenue au mois de juillet. Ensuite, nous avons fait une journée de don de sang qui était important parce qu'on s'est rendu compte que les femmes ne donnaient pas beaucoup de sang et qu'il y avait des problèmes. On a réussi à avoir plus de 100 poches ce jour-là avec une très grande mobilisation. Et maintenant, nous acheminons vers l'organisation les 22, 23 et 24 octobre au symposium régional dont le thème est intitulé « Regard croisé sur l'évolution des droits des femmes, acquis et perspectives ». Alors dites-nous, au-delà de la loi sur la parité, un regard sur le parcours des femmes en perspective des législatives du 17 novembre 2024. Je pense d'abord que l'ascenseur social était en panne pour les femmes au Sénégal. Parce que si nous revisitons un peu l'histoire récente, hein, contemporaine, je vais prendre point de départ la déclaration de 1789, qui était une déclaration égalitaire concernant les hommes et les femmes. Et on s'est rendu compte que cette déclaration était taillée sur mesure pour les hommes. Et malgré cette déclaration, les femmes n'avaient pas un droit de vote. Et c'est pour cela, pour la petite histoire, en 1791, Olympe de Gouges s'est dit, mais tiens, je vais faire une autre déclaration qui s'intitule « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Parce que pour elle, on avait occulté les droits des femmes et que ce n'était vraiment pas normal. Et elle a été guillotinée en 1793. Cela veut dire que
on a eu énormément de péripéties. Les hommes ont commencé à voter à partir du 5 mars 1848. Et un siècle après les hommes, on a voté avec l'ordonnance du 21 avril 1944. Et au Sénégal, comme vous le savez, les femmes ont participé aux élections le 1er juillet 1945. C'était des élections locales. C'était des élections où les femmes ont participé pour la première fois. Et pendant cette période, il y a eu 2 femmes qui se sont particulièrement distinguées. Il s'agit de Soukaina Konaré et Ndateya Lefal. Parce qu'à l'époque, le vote était simplement pour les femmes qui étaient dans les 4 communes. Et elles se sont battues pour élargir le vote à toutes les femmes du Sénégal. Et ça, cela montre déjà le leadership des femmes à l'époque, en 1945. On avance après, avec la première législature, il n'y avait pas de femmes. La deuxième législature, il y avait une femme. Et la troisième législature, il y avait 2 femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout ce processus, les femmes étaient carrément à l'écart par rapport au regard de tous les instruments qui existaient au plan juridique. Les femmes n'avaient pas l'effectivité de leurs droits. Pourquoi? Certainement, vous avez analysé la cause. Pourquoi? Pour moi, c'est parce que déjà, c'est un construit social. Parce que dans la conscience collective, la femme est dans la sphère reproductive. Elle n'est pas dans la sphère productive. La femme, c'est celle qui doit être soumise à son mari, s'occuper de ses enfants, du linge. Les questions de la vie politique ne devraient pas intéresser les femmes. Et pourtant ça, c'est un biais que les colonisateurs ont introduit dans notre système. Parce que si vous revisitez l'histoire politique de l'Afrique, on se rend compte que le patriarcat a été importé. Et c'est pourquoi Cheikh Anta disait souvent qu'il faut que les intellectuels se mettent à réfléchir pour puiser des expériences. Et si vous puisez les expériences du passé, vous prenez par exemple la charte de Kouroukan Fouga de 1236, à son article 16, qui disait à l'époque que les femmes, en plus des occupations quotidiennes, doivent être associées à nos gouvernements. Ça veut dire que nous, on ne connaît pas le patriarcat. C'est une importation du patriarcat et on est victime du Code civil napoléonien de 1804 et toutes les lois fondamentalement discriminatoires sont issues de ce code-là. Oui, mais justement, vous êtes dans le domaine. Non seulement vous êtes au niveau de l'AJS, mais vous n'ignorez pas qu'il y a eu des organisations comme le COSEF, comme l'AJS, entre autres, qui se sont battues également pour la promotion de la femme. Aujourd'hui, on en est à l'heure de la parité. Dans la confection des listes, c'est une obligation, justement, de faire observer la parité. Comment, justement, expliquez-vous ce progrès, parce qu'il s'agit là de progrès noté, et dans la réalisation et dans l'effectivité? Je pense que s'il y a un acquis majeur dans la lutte pour l'égalité hommes et femmes au Sénégal, c'est bien la loi sur la parité. Mais la loi sur la parité, tenez-vous bien, Baye Oumar, a pris 14 bonnes années avant de s'appliquer au Sénégal. Les gens pensent que la loi sur la parité est venue comme ça. Si vous me le permettez, je peux rapidement vous faire une petite genèse de la loi sur la parité et vous comprendrez aisément que vraiment, ça n'a pas été très facile pour en arriver là. La première chose, c'est que ça a démarré en 1996 avec toutes les mobilisations qu'il y a eu. Mais là, il y a eu une date phare, c'était le 23 mars 2007. Il y avait une grande mobilisation de femmes qui a été organisée pour réclamer la parité. Oui. Et à l'époque, c'était Madame Aïda Mbodj qui était ministre de la Femme.
et qui avait fait un travail exceptionnel par rapport à la mobilisation. Alors quand le président d'alors, Maître Abdoulaye Wade, a vu cette forte mobilisation des femmes le 23 mars 2007, a proposé à l'Assemblée nationale le 27 mars 2007 une loi sur la parité, mais cette loi sur la parité, elle était simplement sur la proportionnelle. Oui. Elle n'était pas sur la liste majoritaire ou voilà. Et il y a eu des députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour déclarer cette loi irrecevable. Et coup de massue, le 27 avril 2007, le Conseil constitutionnel du Sénégal déclare cette loi inconstitutionnelle, qui reprend effectivement la décision du Conseil constitutionnel français de 1982 pour dire qu'on ne peut pas catégoriser les citoyens. Alors, face à ces situations, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le Conseil constitutionnel vient d'invalider, de dire que cette loi n'était pas conforme à la Constitution. Alors, le président de la République d'alors, dans sa volonté politique, a proposé un changement dans l'article 7 de la Constitution pour ajouter un alinéa qui dispose que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions et aux mandats déjà. Alors, et forte de cette disposition de l'article 7, maintenant, il était possible d'aller vers la loi sur la parité en 2010, effectivement la loi de 2010, qui impose un positionnement alternatif des sexes. Oui, maintenant, justement, à l'heure des législatives, cette loi est respectée puisque c'est devenu une obligation désormais. Vous, au niveau de la JS, qu'est-ce qui a été fait en termes de formation, d'accompagnement, justement en perspective des législatives du 17 novembre? Déjà, ce qu'on avait fait en amont, déjà, je pense que déjà pour la petite histoire, c'est à partir de 2012, on était sur l'an 1 de la parité. Le Sénégal était classé 2e en Afrique et 6e au rang mondial. Et pour moi, Oumar, ça, vraiment, c'était une fierté. Une fierté parce qu'en général, en Afrique, quand on nous parlait de l'Afrique, c'était souvent le continent où on était réfractaire à l'état de droit. On était premier nulle part. Et cette fois, pour la première fois, c'est le Rwanda qui montre la voie aux grandes démocraties. Et le Sénégal qui se classe 6e. Et ça, c'était vraiment une fierté pour montrer que nous aussi, nous pouvons montrer la voie aux Européens. Et pour moi, c'était vraiment un signal fort qu'on ait eu une entrée massive de 65 femmes à l'hémicycle, avec 42%. Et durant aussi cette période, il y a eu des recours, il y a eu des recours aussi qui ont été... Parce que pour la petite histoire, en 2012, le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas paritaire. Et on s'était offusqué par rapport à l'organe qui était chargé de légiférer, que cet organe-là ne puisse pas respecter elle-même la parité. Et ça, c'était vraiment le premier coup qu'on a reçu. Ensuite, on s'est acheminé en 2014 vers les locales. Il y a eu la liste de Keur Massar qui a été invalidée, la liste de Sicap Mermoz aussi, Mermoz Sacré-Cœur plutôt, qui a été invalidée. Et quand on est arrivé aussi aux élections de 2022, il y a eu 102 recours. Et il y a eu 70 annulations. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment... les femmes ont compris qu'il y a la possibilité de rétablir le droit. Et justement, en écho par rapport à ces législatives, c'est déjà officiel, les listes désormais. Quel regard vous jetez sur justement les 41 listes qui ont été retenues par le ministère de l'Intérieur?
Oui, je pense qu'a priori, c'est normal que toutes ces listes respectent la parité parce que c'est une formalité substantielle. Si vous ne respectez pas la parité, votre liste est écartée d'office. Je pense que déjà ça, on sait que toutes les listes ont respecté, les listes admises évidemment, ont respecté la parité. Ça veut dire qu'il y aura une... Et qu'avez-vous fait? Avez-vous eu l'initiative d'accompagner les femmes? Oui, ça, je pense que oui, ça, il y a un truc de veille qu'on fait, et même les partis politiques, parce qu'ils se rendent compte que si l'enjeu est très fort, ils ne vont plus faire le pari d'amener des listes qui ne soient pas paritaires. Maintenant, c'est risqué. C'est risqué. Maintenant, on sait, et il y a une jurisprudence qui est constante du Conseil constitutionnel. Vous menez le combat pour la promotion du statut de la femme, pour être précis, en termes de droit, par rapport au travail qu'effectue la JS, que retenir? Il y a eu quand même des pas qui ont été justement posés en termes de bilan. Que retenir? Oui, je pense que quand même en termes de bilan, on a eu énormément d'acquis, des lois qui ont été réformées depuis le régime du Parti socialiste. Nous avons déjà la loi de 99, cette loi révolutionnaire qui a interdit l'excision, les coups et blessures dans les ménages et tout. Ça, c'était vraiment la première loi révolutionnaire en 1999 qui modifiait certaines dispositions du Code pénal. Ensuite, on a eu aussi en 2006 une grande loi aussi qui permettait aux femmes travailleuses de prendre en charge leur époux et leur conjoint et leurs enfants. En 2008, nous avons eu la loi sur l'équité fiscale. En 2010, nous avons eu la loi sur la parité. En 2013, nous avons eu la loi qui permet aux femmes de transmettre la nationalité, parce qu'avant, les femmes ne pouvaient pas transmettre la nationalité. Nous avons eu aussi en 2017 un décret qui instituait les cellules genre dans les différents départements ministériels. Nous avons eu en 2020 la loi qui criminalise le viol, c'est-à-dire 20 ans après la loi de 99. Et nous avons eu aussi en 2021 une loi aussi assez révolutionnaire qui permettait l'établissement des crèches dans les établissements, dans les entreprises où il y a au moins 25 femmes. Ouais. Ça aussi, c'est de très grandes innovations que le Sénégal a fait en matière de... Et en termes de limites. En termes de limites, et oui, justement, pour la perspective, qu'est-ce qu'il reste à faire? En termes de limites, il y a énormément de choses qui restent d'obstacles. Parce qu'à priori... Notamment, il y a l'article 152 du Code de la famille sur la puissance maritale. Il y a l'article 153 sur le choix de la résidence. Il y a aussi l'article 191 sur l'interdiction de recherche de la paternité. Il y a aussi le relèvement de l'âge du mariage, parce que les filles se marient à 16 ans et les garçons à 18 ans, qui est une violation même de la Convention des droits de l'enfant, qui dispose que les enfants, c'est de 0 à 18 ans. Et on a un code qui permet aux filles de se marier à 16 ans et les garçons à 18 ans. Il faudrait harmoniser. Il y a vraiment un souci d'harmonisation de ces textes-là, oui, par rapport à de ces conventions par rapport à notre législation nationale. Et justement, de ce point de vue, faudrait-il aller jusqu'à légiférer? Vous avez parlé justement de la présence des femmes dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale. Avez-vous l'impression que celles qui prennent en charge et de façon justement efficace les problèmes des femmes? Oui, moi je le pense très sérieusement, hein, parce qu'en réalité, les gens ils font un peu l'amalgame. Ils pensent que
en réalité, ce que les femmes demandent, c'est une ambition démesurée ou bien on a eu au-delà de nos attentes. Alors qu'en réalité, ce que nous demandons, c'est des questions qui sont consignées dans les conventions qui sont ratifiées par l'État. Et quand la convention est ratifiée par l'État... Vous demandez juste l'application. On demande l'application. Oui. Mais alors, et mieux encore, oui. Vous savez, quand vous prenez la Constitution du Sénégal, vous prenez le préambule. Déjà, le préambule vous dit on adhère à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette convention-là, elle n'a pas une valeur conventionnelle, mais elle a une valeur constitutionnelle. Parce que on sait que le préambule maintenant... Dans son esprit. Oui, mais le préambule est une partie intégrante de la Constitution depuis la décision du Conseil constitutionnel français de 1971. Oui, mais alors, de ce point de vue, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous sentez quelque part, justement, dans les programmes, on est à quelques encablures de la campagne électorale pour ce qui est de ces élections législatives anticipées. Est-ce que vous avez senti en termes de contenu, en termes d'offres, justement le besoin de ces préoccupations inscrites dans les plateformes en termes d'offres des coalitions? D'ailleurs, moi je pense qu'on attendra d'ailleurs durant la campagne électorale pour écouter les différents leaders et voir quelles sont les propositions. Parce qu'en réalité, les dispositions législatives que les députés pourront proposer sont vraiment faisables. Parce que ça ne demande pas de ressources. Parce qu'en réalité, les députés, c'est quand vous augmentez des ressources, là, vous avez des problèmes. Mais quand c'est des questions, par exemple, sur l'autorité parentale, je pense que ça, c'est des questions qu'on peut régler. Et ça ne se sent pas dans les débats. C'est vrai. Dans les débats, durant la campagne électorale, des questions spécifiques, des questions qui préoccupent, par exemple, cette catégorie de la société, ne se ressentent pas dans les débats. Est-ce que vous, au niveau de la JS, c'est faute de prendre l'initiative ou... Oh que si, nous, par exemple, nous, on fait toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser non seulement tous les acteurs. Est-ce que le plaidoyer se fait à ce niveau? Oui, le plaidoyer se fait. Moi-même, j'ai été, pendant les élections de 2022, j'étais à Diourbel. On a fait des formations avec les élus. On a un projet, Ensemble Politisons les femmes, financé par les Pays-Bas, qui regroupe les acteurs, les élus locaux, les parlementaires qui viennent tout le temps. Ce sont nos cibles. Quelle est justement votre ambition pour cette prochaine législature? On sait quelque part qu'il y a des enjeux, notamment même pour la présidence même de cette institution. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des stratégies, vous vous impliquez? Oui, quel est votre rôle et votre place? Bon, il faut d'abord dire que l'association des femmes juristes, on est une association apolitique. Alors, étant donné qu'on est une association... Mais vous formez les femmes, oui, vous les accompagnez selon leurs propres besoins. Oui, on forme les femmes. Et selon leurs propres besoins. On forme les femmes selon... leur stratégie et leurs objectifs également. Oui, on forme les femmes selon leur... on a aussi une loi qui est là et qui permettra aux femmes d'accéder massivement. Je vous ai dit qu'on est à l'an 3 de la parité. On est maintenant à plus de 40%. La dernière législature, il y avait 76 femmes à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ça, c'est un acquis, c'est indéniable, c'est immuable, ça ne change pas. Maintenant, pour les considérations de présidence de l'Assemblée nationale, ça, c'est une question interne aux partis politiques. Et vous savez très souvent que dans les partis politiques, qu'on le veuille ou pas, ce sont les hommes qui... Il y a la dictature des hommes là-bas. Maintenant... mais vous avez le nombre, non? Oui, on a le nombre, mais... Là, maintenant, on ne peut pas... En politique, c'est le nombre, non? Oui, en politique, c'est le nombre. Mais on attend de voir. De toute façon, on a eu des femmes à la tête d'institutions. Je pose la question parce que dans la culture anglophone, de plus en plus, les femmes disent, c'est leur slogan, arrachons le pouvoir.
Dans l'espace francophone, c'est différent. On ne sent pas encore cette volonté, au-delà de cette volonté, mais cet engagement des femmes, justement, à occuper les premiers rôles. Oui, parce que déjà, comme vous le savez, hein, nous, si vous revisitez un peu l'histoire aussi politique du Sénégal, on n'a pas encore, c'est à la 10e présidentielle hein, qu'on a eu des femmes qui ont eu moins de 1% de l'électorat. Il y a un problème de solidarité qui se pose entre les femmes. C'est-à-dire qu'on a aussi nos problèmes personnels qu'on doit résoudre et aussi les problèmes au sein des partis politiques. Parce que dans les partis politiques aussi, il y a une discipline de parti. Et je pense que ce sera, on est plus même dans les coalitions. Je pense que ce sera dans les coalitions qui vont essayer de discuter. Maintenant, est-ce que dans les listes, il y a une personnalité d'envergure qui a les capacités de se hisser à la hauteur du leadership des hommes? C'est peut-être là le souci. Alors, je vous rappelle que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Madame Diouf, Marie Bernadette Ami Dione. Elle est juriste de formation, professeure de technique administrative, coordonnatrice générale de la célébration des 50 ans de l'AJS, c'est l'association des juristes sénégalaises. Oui, femmes et conquête démocratique, mais aussi il y a la conquête économique, en parlant de développement avec les politiques publiques aujourd'hui. La femme sénégalaise est-elle prise en compte par les différentes politiques publiques de ce pays? Oui, je pense qu'au Sénégal, nous avons 5 référentiels de politique publique pour les femmes. En 1982, nous avons eu le premier plan d'action de la femme. En 1996, nous avons eu le deuxième plan d'action. En conformité au plan d'action de Beijing de 1995. Oui. En 2005-2015, nous avons la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. En 2016-2026, nous avons la SNEC 2, la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. Et la dernière, c'est la SNAEF, c'est la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes. 2021-2026, c'est-à-dire qu'on est à 5 référentiels. Et quand vous prenez par exemple celle relative à l'autonomisation des femmes, on s'est rendu compte que les femmes étaient marginalisées dans beaucoup de secteurs. Déjà, si vous regardez l'audit biométrique de la fonction publique qui a été faite, les femmes représentent 23%. Sur les 127 000, je pense qu'on est 29 000 femmes. On s'est rendu compte aussi que le niveau de bancarisation des femmes est de 2%. C'est faible. Hein? C'est très faible. On s'est rendu compte aussi que les femmes travaillaient 40 heures sur le travail de care là. Les femmes, c'est les femmes qui le faisaient. Et on était présent dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat. Et on était absente dans le secteur minier, de l'industrie et pétrolier. Les femmes ne sont pas présentes. On s'est rendu compte aussi que 68% du cheptel appartient aux hommes. 68% du cheptel appartient aux hommes. Et c'est toujours cette stratégie qui avait fait ce diagnostic. Hein. On s'est aussi rendu compte que 18% des voitures particulières au Sénégal appartenaient aux femmes. Et quasiment, pour ce qui concerne les camions, les remorques, quasiment il y avait inexistant. C'est-à-dire que vraiment... En conclusion, oui, ça démontre quelque part la vulnérabilité de la femme. Une très grande vulnérabilité de la femme. Et c'est pour cela, on s'est dit, après, on a mis en place cette stratégie d'autonomisation qui a déjà fait ce diagnostic. Et en termes d'impact. Qui a fait ce diagnostic pour maintenant essayer de corriger cela. Et vous voyez même, du point de vue salarial, même du point de vue salarial, hein, vous prenez le salaire moyen de la femme, c'est de
68 000 francs. Le salaire moyen de l'homme est de 107 000 francs. Tout ça, ce sont des questions qui ont été abordées dans le diagnostic. Dans le diagnostic. Oui, voilà. et maintenant. Et on est en train de dérouler. Je vous dis qu'on est sur cette stratégie. Oui, mais vous avez été dans les ministères, notamment au ministère de la Famille. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, pour amorcer et corriger? Oui, déjà, je pense que au plan institutionnel, déjà, je pense qu'on avait, il y a eu l'érection de la Direction générale de l'autonomisation, et il y avait aussi des décrets qui étaient en préparation. Entre-temps, moi, j'ai immigré ailleurs, mais ça, c'était du temps de Madame le ministre Fatou Diané, qui avait même initié le 7 mars la journée de l'entrepreneuriat féminin, voilà, pour faire un bilan, pour voir pendant toutes ces années, qu'est-ce qui a été fait. Et les différents programmes qui ont eu, hein, parce que beaucoup de ministres aussi ont lancé des programmes. La SNEC... C'est transversal, finalement. C'est transversal, voilà. Oui. Et la SNEC a été lancée par Madame Mariam Sarr, qui a lancé la SNEC 2 pour ça. Justement, dans l'espace économique, vous avez expliqué, alors, tous les chiffres qui démontrent quelque part la vulnérabilité de la femme sénégalaise dans l'essor de développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour permettre à la femme sénégalaise justement de se développer au même titre que l'homme en termes d'épanouissement? C'est les politiques qui ont été élaborées, définies par l'ancien régime, et sûrement qui sera encore consolidé avec le nouveau référentiel qui sera décliné lundi. Vision 2050. Vision 2050, je suis sûr que par le nouveau président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, je pense que... En termes d'attente, en attendant de connaître les déclinaisons justement de ce nouveau référentiel 2050 qui va prendre désormais la place du PSE, qu'est-ce qui va être fait? On devrait commencer par corriger ces disparités. Oui. La correction de ces disparités et la correction aussi des lois discriminatoires. Et heureusement, en 2016, il y a eu un comité qui a été mis en place de révision des normes discriminatoires législatives et réglementaires à l'égard des femmes. Ce travail a été bouclé, c'était du temps c'est le ministre Sidiki Kaba qui était le ministre de la Justice et Mme Mariam Sarr était le ministre de la Femme. Et vraiment, et AGS était membre du comité aussi, et les autres, Aminata Touré aussi était à l'origine. Voilà, Mme Aminata Touré, qui, voilà, sont des femmes, voilà. Et ça, ça fait vraiment plaisir de savoir que déjà, le travail a été fait. Mais par contre, quelquefois, on se met un peu à la place de l'État. On se met à la place de l'État parce que quand vous... Concrètement, parce que... là censé justement oui, solutions. Oui, c'est... Oui, parce que... Oui, je vous donne un exemple. Parce que il y a... Quand vous voulez prendre une disposition, qu'elle soit législative ou réglementaire, il faut d'abord vous poser la question de savoir est-ce qu'elle est techniquement faisable et est-ce qu'elle est socialement acceptable. Et si elle n'est pas techniquement faisable et qu'elle n'est pas socialement acceptable, l'État aussi ne peut pas avancer. Mais ça quelque part que le diagnostic avait été bien fait. Oui. Ça répond à un besoin bien précis. Mais le diagnostic, vous savez, le diagnostic est très bien fait parce que vous savez, nous, on a le regard militant. On a le regard militant qui, même au-delà du regard militant, on a le regard légaliste. Parce que l'État de droit, c'est un État qui se caractérise par 3 éléments, c'est-à-dire l'égalité des citoyens, le respect de la hiérarchie des normes et l'indépendance de la justice. L'égalité des citoyens, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont sur le même piédestal. La hiérarchie des normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sommet de la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Après, il y a les conventions. Après, il y a les lois organiques. Après, il y a les lois ordinaires. Après, il y a les décrets. Après, il y a les arrêtés. Et la norme inférieure doit obligatoirement respecter la norme supérieure.
Et nous, dans notre disposition au Sénégal, on a l'article 98 de la Constitution qui dit que les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Et nous, ce que nous demandons, ce sont des conventions qui ont été ratifiées par le Sénégal. Et maintenant, mieux, elles ne sont plus conventionnelles, mais elles sont plutôt constitutionnelles. Le problème se situe quelquefois, et ça, moi, je peux, avec du recul, je peux quelquefois comprendre qu'il y a certaines lois, l'État ne peut pas, de manière unilatérale comme ça, prendre la décision de le faire parce que ça a un soubassement sociologique. Et là, on n'est pas seul. Il y a aussi la partie religieuse qui aussi veille au grain pour voir si, par rapport à nos demandes, est-ce que c'est en parfaite conformité avec la religion et avec... Non, c'est-à-dire que c'est en parfaite... Avec la loi, il n'y a pas de souci. Je viens de vous donner les éléments de droit sur lesquels l'argumentaire des droits des femmes se pose. Mais on n'oublie pas que la règle de droit ne peut pas aller plus vite que la règle sociétale. Et on ne vit pas seul. Il y a ce qui fait la beauté de la société, c'est qu'il y ait des expressions plurielles. Et ces expressions plurielles, il y a les associations de femmes, il y a les associations des imams, il y a. Et l'État essaie de concilier les positions des uns et des autres, sans pour autant léser les autres. Même nous, il est clair que nous avons des positions légales, mais malheureusement, la légalité à elle seule ne suffit pas. Il y a aussi une bonne dose de légitimité et on ne peut pas offrir à l'État des primes à la révolte sociale. Parce que même moi, il y a des lois sur lesquelles, personnellement, je ne peux pas y adhérer parce que, contraire à ma foi, et que mon militantisme ne prime pas sur ma foi et sur ma bonne foi. Et c'est pour cela on essaie de... Quelque part, il y a un équilibre à Il y a un équilibre oui, mais à justement, faire. nous parlons, oui, de conquête démocratique, de société juste, égalitaire. Mais Madame Diouf, Marie-Bernadette, Ami John, il y a également cette culture citoyenne. Quand j'évoque cette culture citoyenne, c'est eu égard justement à l'émigration irrégulière. Et parmi justement ces Sénégalais, il y a des Sénégalaises qui empruntent ce chemin mortel au prix de leur vie. Sur la mer, ils perdent des vies humaines. Quelque part, qu'est-ce que AJS est en train de faire en termes de culture citoyenne, d'éducation? On est justement à l'heure de l'ouverture des classes, de l'école. Oui, à ce niveau, il y a également matière. Que faites-vous pour la culture citoyenne? C'est vrai, pour la culture citoyenne, je pense que c'est très important. Mais au-delà de l'AJS... Culture citoyenne, l'éducation. Oui. Mais au-delà de cela, je pense aussi qu'il y a la responsabilité déjà des parents. Et parmi les parents, il y a la femme. Oui, parmi les parents. Il n'y a pas que... Oui, il y a la responsabilité des parents. Mais au-delà, il y a aussi ce qu'on appelle une responsabilité personnelle. Quand vous voyez une femme avec son enfant emprunter ses pirogues, justement, ses aventures... Moi, je suis peinée de voir cela. Peinée parce que simplement, je me dis que déjà... les religieux ont un rôle prépondérant à cela, pour ramener les gens à la raison, pour leur dire que la vie, c'est une période de lutte perpétuelle à la suite d'épreuves et d'événements, et qu'on ne peut pas avoir tout un seul jour, et que toutes les personnes de référence qu'ils voient aujourd'hui, mais s'ils vous parlent de leur parcours, oui. Vous-même, vous êtes très surprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'il y a un besoin aussi de foi, de croire en l'avenir. D'autant plus que quelquefois, c'est des gens qui prennent les pirogues. Ce ne sont pas des gens qui sont carrément démunis. Et je pense que on peut commencer par... Cette catégorie de femmes qui empruntent ces pirogues, ces voyages d'infortune, oui, mais ces catégories de femmes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question et avez-vous justement examiné de très près
Oui, ces situations, pour en déduire quoi finalement? Pour en déduire qu'on est arrivé à un niveau peut-être de mal-être. Parce qu'en général, les femmes étaient, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais les femmes avaient beaucoup plus le sens de la mesure et n'aimaient pas trop prendre des risques. Si on voit une femme enceinte, si on voit une femme avec un bébé, vraiment aller vers l'inconnu comme ça fait peur. Oui, mais quelle est la part de l'éducation, justement, dans les stratégies de l'AJS, par exemple? Nous, AJS, l'éducation citoyenne. Nous, l'éducation citoyenne, nous, on se singularise particulièrement sur la promotion et la défense des droits des femmes. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes? Comment faire pour l'effectivité des droits des femmes? Comment faire des plaidoyers auprès de l'État pour que l'État puisse corriger les dispositions législatives et réglementaires. Mais maintenant, ça, c'est un travail de la société. C'est comment maintenant la société, nous, l'idée qu'on a de la société et de la réussite sociale. Et peut-être qu'on est pressé d'avoir tout aujourd'hui. Alors que dans la vie aussi, il y a cette partie spirituelle. Et cette partie spirituelle, ça ne nous revient pas. Ça revient aux prêtres, aux imams, dans les prêches de vendredi et du dimanche, de ramener les gens à la raison, de leur dire que tant qu'il y a vie, il y a espoir, et qu'au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais il y a le jour. Alors, oui, Madame Diouf, Marie-Bernadette Ami Ndione, aujourd'hui, justement, se pose la question des enjeux et perspectives pour les droits des femmes. Vous êtes en train de célébrer les 50aires de l'AJS. Oui, par rapport aux nouvelles autorités, il y a des enjeux également qui se posent. Quels sont justement, de façon précise, ces enjeux? Et en termes de perspective, comment comptez-vous vous y aller? Bon, déjà, on a déjà ce travail qui a été fait par le comité de révision des normes discriminatoires de 2016. Oui. Et je pense que nous attendons des nouvelles autorités vraiment une correction, par exemple, sur la loi sur l'autorité parentale. Ça, vraiment, on attend ça. C'est une forte demande. C'est une forte demande. Et je pense que on pourrait s'inspirer de la bonne pratique de 2007. Le 23 mars a été un moment très fort dans l'histoire du pays, où il y a eu une très forte mobilisation de femmes. Je pense qu'on devrait réfléchir à une grande mobilisation, habillée en blanc, marcher, demander très respectueusement au chef de l'État de réformer cette loi. Justement, oui, et à la prochaine législature, quelque part, il y a à légiférer également. Selon vous, quelles sont ces réformes à adopter pour la nouvelle législature? Je vous ai parlé tantôt de la loi sur l'autorité parentale, qui est une demande sociale et une exigence. Je pense que là, vraiment, on doit réformer cela. Le relèvement de l'âge du mariage, aussi de la fille. L'interdiction de la recherche de paternité. Je prends les lois qui ne vont pas soulever l'indignation des religieux. Je pense que voilà, ça ne va pas soulever l'indignation des religieux. Et je pense que en attendant, on peut commencer par ces dispositions-là qui ont une bonne acceptation sociale. Parce que quand la disposition n'a pas une bonne acceptation sociale, ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer les 50aires. Et quelles sont les attentes, et justement en termes de moyens également, je suppose quelque part, voilà, ça exige beaucoup de moyens. Voilà, et permettez-moi d'ailleurs de remercier très chaleureusement tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Et je pense que le premier partenaire de l'AJS pendant ce 50aire, c'est le PASNEC, c'est le projet d'appui à la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre, qui est coordonnée par Madame Awanger Fall, une dame de cœur et de valeur, qui a soutenu l'AJS et qui injecte près de 22 millions
dans nos boutiques de droit parce que nous avons qui abattent un excellent travail sur le terrain. Nous avons 9 boutiques de droit. D'encourager ces femmes sur le terrain voilà. Un peu partout. Hein. Vous êtes à quel nombre également en termes de boutiques des droits? On est à 9. 9 hein? 3 à Dakar et 7 dans les autres régions. Et qu'est-ce qui ressort particulièrement de ces boutiques? Les violences basées sur le genre. C'est ce qui ressort. Les violences basées sur le genre sont justement, en termes de motifs, les sujets les plus justement développés dans ces boutiques. Dans ces boutiques. Oui. Et alors, est-ce que vous avez un taux d'accueil en termes de ces boutiques? Quel est le rythme de fréquentation? C'est un rythme assez élevé. On a plus de 68 000 personnes depuis la création en 2008 de nos boutiques qui viennent visiter nos boutiques de droit. Et souvent, ce sont des boutiques qui, justement, dans la démarche, privilégient également la recherche de consensus. Oui, on le fait souvent, très souvent. En termes d'activité, oui, en termes qui reste justement à être développé, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, nous nous acheminons vers le symposium les 22, 23 et 24 octobre qui regroupera des sœurs juristes de la sous-région et de la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs fête ses 40 ans. Et ils seront là, le Burkina, le Mali, la Tunisie et le Maroc, le Bénin, la Guinée, le Mali. Je pense que ce sera un grand moment de partage et d'échange pour jauger le niveau d'évolution des droits des femmes au Sénégal. Et justement, en termes de bilan du parcours de ces femmes, je parle de ces femmes pionnières au niveau de la GS. Oui, c'est vrai. Justement, de se souvenir de ces braves dames. De ces braves. D'ailleurs, nous avons prévu de faire un film institutionnel qui retrace les 50 ans de la GS, qui est d'ailleurs financé par le PASNEC. Et nous avons l'honneur d'avoir comme première présidente Madame Mama Diorboy, qui a été première femme Premier ministre du Sénégal. Nous avons aussi Madame Abi Diallo, qui a été première femme commissaire. Nous avons aussi Madame Fatkine Camara, qu'on ne présente plus. Qui a été présidente de la GS. Qui a été présidente de la GS. Nous avons Fatoumata Gueye qu'on ne présente plus au niveau des collectivités territoriales, qui a été au Conseil des collectivités territoriales. Nous avons aussi l'actuelle présidente, Madame Aminata Falnian, qui a été directrice générale à la Banque centrale et présidente aussi de l'UCAD. De la fondation UCAD. Vraiment, vous venez à la JS, c'est de grandes dames au parcours exceptionnel que vous rencontrez à la JS. Oui, merci en tout cas, ça a été un plaisir et certainement on y reviendra. Oui, le dernier mot. Le dernier mot, Oumar, c'est une citation de Hillary Clinton qui est extraite du rapport du secrétariat d'État des États-Unis dans les femmes à travers le monde en 2012, qui disait qu'à Pékin, on a rêvé d'un monde où les hommes et les femmes jouiraient de chances égales, d'un monde où les voix féminines seraient reconnues et respectées. Et on continue toujours ce rêve avec plus d'enthousiasme et d'énergie que jamais, et qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où les droits des femmes bénéficieront d'une reconnaissance incontestable, inébranlable et pérenne.
En tout cas, c'est sur ce mot que prend fin objection. Pour rappeler que c'est Madame Diouf, Marie-Bernadette Ami John, qui est juriste de formation et professeure de technique administrative, coordonnatrice générale de la célébration des 50 ans de l'Association des juristes sénégalaises. D'ailleurs, vous avez été là pour nous parler de cette célébration et le honneur aux femmes, notamment pionnières qui ont été à l'origine de la création de la JS et qui se sont battues et continuent de se battre pour la promotion de la femme. Et oui, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi vous y accompagnent. Et certainement, bonne fête à l'occasion de ce symposium. Merci beaucoup, plaisir renouvelé et partagé. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Vous êtes sur la 98.5, vous y êtes, vous y restez. Cette fois-ci, c'est dans le cadre de Dianobi avec El Hadj Malick Ndiaye et son invité, le président Doudou Wade. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé